Ok. D'accord, on va encore essayer à nouveau. On essaie à nouveau là. Je partage. Démarre le partage. Là maintenant, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui, on voit maintenant. D'accord. Oui. Bon. Maintenant, vous voyez quand même l'écran là? Je vois, moi je vois. D'accord. Bon, là, je serai obligé de mettre ça ici. Comme ça. Je vais enlever ça. Ici, je vais mettre ça comme ça. Ok, je vais arrêter ça pour pouvoir mieux expliquer aussi. D'accord. Voilà, je vais bien positionner là. Au niveau de Martial, je ne sais pas si toi tu parviens à voir quand même. Bon, je ne sais pas. Ouais, je vois. Je vois. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va évoluer. Je vais un peu agrandir pour que chacun puisse bien lire les écrits là. Donc, ok. Chacun voit bien l'image. Rassurez-moi que vous voyez bien l'image. De mon côté, c'est correct. D'accord. Oui, moi aussi je vois les images. Maintenant, excusez-moi, je pense que je vais vous reprendre la marche. Je finis une tâche et puis je vous reprends la marche. D'accord, d'accord. Ok, merci. Ok, donc on va évoluer. La première partie qui se lance sur l'ordinateur, c'est la partie ici. La partie A, comme vous voyez là. Cette partie A, la partie A, c'est la partie de l'alimentation. C'est la partie de l'alimentation. C'est donc ici que la 19 volts est fabriquée. C'est à ce niveau-ci que la 19 volts est fabriquée. Et là, nous avons le connecteur du circuit de charge qui envoie la tension 19 volts dans le premier MOSFET. Cette tension-là ne va pas traverser le premier MOSFET automatiquement. Elle pourra passer d'abord de ce côté-ci pour alimenter la puce de charge et également passer là entre deux résistances pour pouvoir être divisée pour activer cette puce. Donc, ces deux MOSFET-ci, en fait, ils jouent le rôle d'interrupteur. Donc, lorsque la 19 volts vient comme ça, elle ne peut pas traverser ces deux MOSFET sans que ces MOSFET ne soient activés. Ça, c'est le premier élément que vous devez savoir. Ces MOSFET-ci sont des interrupteurs qui doivent être manipulés pour que la tension les traverse. Cette tension qui est de 19 volts ici. Donc, ça, c'est un premier élément. Maintenant, qui manipule ces deux MOSFET? Ça dépend des cartes mères. Il y a des cartes mères dans lesquelles c'est la puce de charge qui manipule les deux MOSFET. Il y a des cartes mères où la puce de charge manipule seulement le deuxième MOSFET et le premier MOSFET est manipulé par un autre composant. Donc, ou bien par d'autres composants. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, ce n'est pas dans tous les cas que vous aurez la puce de charge qui va venir manipuler ces deux MOSFET. Ça, c'est un premier élément que vous devez savoir. Donc, il ne faut pas croire que c'est la puce de charge qui manipule toujours les deux MOSFET. Non. Mais retenez une chose, c'est que il faut que ces deux MOSFET soient manipulés pour que la 19 volts traverse et entre sur la carte mère. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, pour certains cas, cette 19 volts va s'arrêter ici à l'entrée du premier MOSFET puisqu'elle ne peut pas traverser automatiquement. Et ici, dans ce cas, vu que c'est la puce de charge qui doit manipuler ces deux MOSFET, il faut qu'elle-même soit alimentée. Si elle n'est pas alimentée, elle ne peut pas fonctionner et elle ne peut donc pas faire son travail. L'une de ses tâches, c'est de manipuler ces deux MOSFET.
mais ne peut pas manipuler ces MOSFET tant qu'elle n'est pas alimentée. Voilà pourquoi, à partir d'ici, elle va recevoir son alimentation. Quand vous voyez DC Power, et vous allez voir ça, la patte pour savoir où elle est alimentée, c'est DC in, ou bien VCC, ou bien V in. Les noms là, vous allez voir, ça varie selon les fabricants des cartes mères. Ça varie, donc c'est un peu comme ça. Donc, et cette puce n'a pas seulement besoin d'être alimentée pour fonctionner, mais elle a également besoin d'être activée. Donc, ces puces-là ont besoin de deux éléments, ce que vous devez retenir. Ils ont besoin de deux éléments pour bien fonctionner. Ils ont besoin d'un, de l'alimentation, de deux, de l'activation. Retenez un peu d'abord ce principe-là. Alimentation, activation. Ces puces ont besoin de ces deux éléments la plupart du temps pour fonctionner. Alimentation, activation. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vu que c'est cette puce qui doit manipuler ces deux MOSFET pour que la tension 19 volts entre comme ça traverse, ça arrive sur la résistance de charge, vu que c'est elle qui doit faire ce travail, il faut qu'elle soit donc alimentée et activée. Donc, voici son alimentation qui vient donc comme ça. Et cette alimentation va donc passer également par ces deux résistances. Et par la loi d'Ohm, la tension ici sera divisée. Ça va diminuer. Ça sera à peu près entre 1 et 3 volts. Et cette tension-ci qui entre par là sera perçue par cette puce comme une activation, comme quelque chose qui lui donne l'ordre de fonctionner. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a l'alimentation qu'elle peut déjà fonctionner. C'est un peu comme une voiture dans laquelle on a mis le carburant, mais la voiture ne peut pas démarrer seule. Ce n'est pas parce qu'on a mis le carburant dans la voiture que ça signifie qu'elle va directement rouler. Il faut maintenant que quelqu'un vienne et démarre. Vous voyez que lorsque tu démarres, c'est là où tu actives donc la voiture. Et là, elle peut se mettre en marche. Donc, c'est un peu la même chose qu'on a ici. Donc, ici, c'est l'alimentation. Et là, c'est l'activation. Donc, voilà les deux éléments dont cette puce a besoin pour pouvoir manipuler les deux MOSFET-ci pour que la tension quitte comme ça entre dans la carte, ça arrive jusqu'ici, la 19 volts. Donc, voilà le premier travail de cette puce. Le premier travail de cette puce, je me répète encore pour que vous puissiez comprendre, c'est d'activer ces deux MOSFET pour que la tension traverse et arrive jusqu'ici, jusqu'à la résistance de charge. Ça, c'est son premier rôle. Maintenant, je vous ai dit qu'elle ne peut pas faire ce travail seule. Elle a besoin, elle aussi, d'être alimentée et activée pour faire ce travail. Voilà déjà le premier rôle de cette puce dans certaines cartes mères. Dans certaines cartes mères. Maintenant, deuxième rôle de cette puce, elle joue le rôle de contrôle de la tension qui entre dans la carte mère. Elle joue ce rôle-là. La puce que vous voyez, qu'on appelle la puce de charge, elle a sa part de multimètre qui est à l'intérieur de la puce. Donc, elle a un petit multimètre où elle a une sonde qu'elle met à l'extrémité, à l'une des bornes de cette résistance. Elle met l'autre sonde à l'autre borne de l'autre résistance, de cette résistance. Et à partir de ça, elle vérifie donc la quantité, l'intensité du courant qui entre dans la carte mère. Donc, ça, c'est son deuxième rôle. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'elle vérifie. Elle vérifie ça pour connaître s'il y a un problème sur la carte mère et rapidement agir
pour stopper les dégâts. Parce que imaginez-vous un seul instant qu'il y a un court-circuit, quelque part peut-être devant. Vous voyez qu'elle va ressentir ici que la tension a baissé très grandement. Et là, elle va se dire qu'il y a un court-circuit. Et vu qu'il y a un court-circuit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manipuler ces MOSFET-C pour couper la tension de ne pas traverser. C'est un peu comme si vous voyez une maison où il y a peut-être le feu et vous vous rendez compte qu'il y a le feu, vous partez éteindre le compteur. C'est la même chose que cette puce fait comme travail. Donc, elle est là pour chaque fois vérifier la quantité de courant qui entre dans la carte mère. Quand elle constate que le courant n'est plus de bonne qualité, n'est plus au niveau qu'il faut, soit c'est en plus, soit c'est en moins, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe la tension ici. Elle coupe. Voilà son rôle. Elle coupe. Et elle ne coupe pas seulement quand il y a peut-être un problème au niveau de ses résistances. Elle a aussi le pouvoir de couper quand on lui donne l'ordre de couper. Qui peut lui donner cet ordre? La puce iOS. La puce iOS. La puce iOS. La puce iOS est la puce qui peut lui donner l'ordre de couper la tension pour que tout s'arrête. Elle lui donne cet ordre généralement. Pourquoi? Par exemple, lorsque peut-être la carte mère a du mal à démarrer et a peut-être rencontré un obstacle quelque part, elle peut demander donc à la puce de charge que, ok, arrête donc la tension parce que ça ne sert à rien. On a un problème devant. Arrête. Elle va s'arrêter. Elle va donc faire ce travail et arrêter la tension. Elle peut encore arrêter quand il y a peut-être un chauffage excessif sur la carte mère. Il y a un chauffage, une puce peut-être qui chauffe énormément. Peut-être parce qu'on a oublié de mettre la pâte thermique ou bien on a oublié de faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Là également, on peut lui donner l'ordre d'arrêter ces deux MOSFET-là pour que le courant, la carte ne soit plus alimentée et là, le composant ait la possibilité de se refroidir. Parce que ces composants-là, si ça chauffe et ça continue de chauffer, ça va se brûler. Vous allez voir la fumée sortir. Voilà pourquoi ces fabricants mettent une petite sonde de température généralement sur ces puces. Vous allez voir parfois ces puces-là, juste en bas, vous allez voir de l'étain qui est fixé sur, ça se fixe parfois sur de l'étain. S'il n'y a pas l'étain en bas, généralement il y a l'étain, il y a une patte qui sert de sonde de température sur ces puces. Lorsqu'elle ressent que la température est déjà trop élevée, elle signale à la puce qui est responsable de cela et cette puce-là donne l'ordre d'arrêter la carte mère, d'arrêter du moins l'alimentation. D'arrêter l'alimentation. C'est un peu comme ça que ça se passe sur ces cartes. Vous voyez qu'il y a un ordre bien établi. Il n'y a pas de hasard dans cette histoire. Il n'y a pas de hasard. Tout est de manière ordonnée. C'est ça qui est intéressant. Voilà pourquoi ça devient donc, si vous maîtrisez, vous allez bien comprendre les cours que je vais vous donner, vous allez aisément pouvoir dépanner ces cartes mères. Vous allez dépanner. Le tout, c'est que vous compreniez. Dès que vous allez comprendre, terminer. Voilà pourquoi je vous conseillerais de ne pas hésiter à poser vos questions lorsque vous ne comprenez pas bien. Parce qu'ici, il est question de bien comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas bien, et vous aurez du mal à diagnostiquer une carte et vous en sortir. Nous avons des étudiants d'un peu de partout. Je vous assure, on a vraiment des étudiants un peu de partout. Mais il y a certains qui se comportent mal, d'autres qui se comportent bien. Moi, je vous conseillerais de suivre le comportement, du moins l'exemple de ceux qui se comportent bien. Je vais vous donner un exemple, ceux qui se comportent mal. Ceux qui se comportent mal, ce sont ceux qui viennent vers nous pour la formation et on leur explique comment est-ce qu'il faut faire. Maintenant, quand ils sont face à une carte mère, ils mettent à la poubelle tout ce qu'on leur a donné comme explication et ils se remettent à tester les choses au hasard. Tu vois quelqu'un à qui on a fait ce cours sur l'alimentation, il a un cas d'une carte mère où la 19 ne passe pas.
au lieu de respecter ce que nous avons enseigné dans le cours, il se met à nous appeler, nous signaler peut-être dans le groupe que, bon, voilà, j'ai une carte, mais il n'y a pas la 19 volts ici. J'ai testé le MOSFET, si ce n'était pas bon, du moins, il n'y avait pas de problème. J'ai vérifié quelques condensateurs ici pour voir ça en cours, ce que je n'ai pas vu. Mais on lui pose la question que, mais est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu es en train de suivre la logique? Mais si tu es venu pour te former, ça veut dire qu'abandonne d'abord certaines choses. Vide un peu ta mémoire pour pouvoir laisser les nouvelles choses entrer. Parce que si à tout moment tu mélanges les nouvelles choses avec les anciennes, mais pour finir, on ne va pas s'en sortir. Donc, il est question maintenant de recommencer les choses d'une manière nouvelle. Si vous voulez vraiment bien comprendre, laissez un peu de côté les petits tests que vous faisiez un peu au hasard. Quand il y a un problème, vous retrouvez dire, je teste un peu les condensateurs, je vois chaque court-circuit, je teste un peu ceci. Non, oubliez d'abord ça. Oubliez ça. Oubliez ça. On va évoluer d'une autre manière, d'une certaine façon logique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ça, comprenez donc bien. Je vous explique d'abord le fonctionnement. Après ça, je vais revenir sur les pannes qu'on peut avoir dans ce secteur. On va évoluer secteur après secteur. Donc, nous sommes au niveau de l'alimentation. Je vais encore me répéter parce que se répéter permet de bien assimiler. Je vais me répéter une fois de plus. Nous avons 19 volts qui entrent à partir du connecteur du circuit de charge et vient rencontrer deux MOSFET. Ces MOSFET sont des interrupteurs qui ne laissent passer le courant ou la tension que lorsqu'on les active. Que lorsqu'on les active. Maintenant, question. Qui est chargé d'activer ces MOSFET? Réponse, ça dépend. Il y a plusieurs composants selon les cartes mères. Dans certaines cartes mères, c'est la puce de charge qui active ces deux MOSFET. Dans certaines cartes mères, la puce de charge active seulement le deuxième MOSFET. Et le premier MOSFET est activé par un système comme ce que vous voyez ici. C'est-à-dire 19 volts vient, ça entre dans une des résistances et l'autre résistance est liée à la masse et on a une tension qui vient comme ça. Bon, là, ça n'entre pas sur la puce de charge. Hein. La tension là vient plutôt entrer sur la gate du MOSFET-ci et ça l'active. J'espère qu'on se comprend. Donc, voilà par exemple un système d'activation dans certaines cartes mères. Donc, dans certaines cartes mères, la 19 volts vient comme ça passe par deux résistances et au milieu là, une tension est diminuée, il y a une petite tension qui sort là, ça vient sur la patte, la quatrième patte de ce MOSFET qui est la gate, ça vient là-bas pour activer ce MOSFET et là, si le MOSFET est bien fonctionnel, la tension va traverser comme ça et arriver de ce côté, vous aurez déjà donc 19 volts de l'autre côté. Donc, il faut qu'on se comprenne bien. Ça, je viens de vous montrer un deuxième cas d'activation de ces MOSFET. Premier cas, la puce de charge peut activer ces MOSFET. Deuxième cas, un système de deux résistances peut activer ces MOSFET-là. Troisième cas, la puce iOS. Dans certains cas, c'est la puce iOS qui active le premier MOSFET. Dans certaines cartes mères, je rappelle encore, c'est la puce iOS qui active le MOSFET-ci. Ça fait troisième cas déjà. Quatrième cas. Dans certains cas, ce n'est ni la puce de charge, ni un système de deux résistances, ni la puce iOS, mais une autre puce à part que le fabricant a fait, qui est là uniquement pour activer ça. Cette puce-là, ce n'est pas la puce de charge. C'est juste une puce que le fabricant a mis sur la carte mère pour jouer ce rôle. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Maintenant, vous allez me dire, bon, vous voyez que pour bien comprendre, bien maîtriser, vous voyez que l'un des secrets pour vous serait de vous exercer. Parce que
si vous vous exercez plusieurs fois sur beaucoup de cartes mères, vous allez constater tous les cas dont je parle. Et vous allez même constater des cas dont je n'ai pas parlé, mais le principe est le même. Quel est le principe à retenir? C'est que quand la tension vient comme ça, elle ne peut pas traverser seule. Pour qu'elle traverse, il faut qu'un composant ou une puce ou des composants manipulent la gate de ce MOSFET pour que la tension traverse. Maintenant, qui manipule? Ça dépend. Ça peut être la puce de charge, ça peut être un système de résistance, ça peut être la puce iOS, ça peut être une autre puce à part, ça peut être. Donc, il y a plusieurs possibilités. Maintenant, comme vous avez déjà compris le principe, on va avancer. Si c'est la puce de charge qui manipule ces deux MOSFET, il faut donc savoir que elle aussi, avant de pouvoir manipuler, elle doit être en vie. Pour être en vie, il faudrait qu'elle ait une alimentation qui lui donne l'énergie. Deuxième chose, il faudrait qu'elle ait une activation. Donc ça, c'est pour la puce de charge. Elle doit être alimentée et activée pour pouvoir manipuler ces deux MOSFET. Pour la puce iOS, quand c'est elle qui manipule, elle-même également, elle doit être alimentée et prête à fonctionner avec tous les éléments qui l'entourent pour pouvoir manipuler le MOSFET qu'elle doit manipuler. C'est comme ça que ça se passe. Pareil pour les autres composants qui doivent manipuler. Ces résistances-ci, pareil, il faut qu'ils soient fonctionnels pour qu'on ait une tension qui arrive là et active ce MOSFET. Voilà comment ça fonctionne. On aura donc la tension. Si tout est bien, on aura une tension au niveau de ces résistances de charge. On aura une tension ici, 19 volts. Et là, cette puce de charge va vérifier l'intensité du courant qui entre dans la carte mère au travers de ces deux sondes. C'est sa part de sonde ici qu'elle a mis. Sur toutes les cartes mères, ce qui est intéressant quand même, pour l'autre là, tous les fabricants respectent ça. Sur toutes les cartes mères, vous verrez toujours cette résistance entourée par cette sonde dans les schémas électroniques. Et nous allons vous apprendre à lire et interpréter ces schémas électroniques. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se trouvent dans ces schémas électroniques. C'est un peu comme le mode d'emploi d'un appareil. Il y a un appareil, tu ne peux pas bien utiliser un appareil tant que tu ne comprends pas le mode d'emploi. Tu ne connais pas le mode d'emploi, mais tu es en difficulté. La carte mère a un mode d'emploi, ou bien peut-être pas le mode d'emploi, disons, des données de fabrication, de comment on a fabriqué les choses, comment les choses communiquent entre eux là-bas sur la carte. Tout ça, c'est dans le schéma électronique de cette carte mère. Il est donc question, dans cette formation, que nous puissions vous montrer comment on lit les informations dans ce schéma et comment on interprète ces informations-là. On va le faire. Donc, on va avancer avec vous, on va le faire petit à petit. Comme je vous ai dit, on va vous donner des informations, les cours et tout cela, mais sachez qu'on va rester avec vous dans les groupes, comme ça, continuellement. Ça veut dire parce que chaque fois, il y aura tous des petits trucs qui vont peut-être vous échapper, on vous allez poser des questions, on va vous répondre, c'est un peu comme ça que les choses vont avancer. Donc, je vous ai dit, et je crois que certains ont déjà compris, faites seulement l'effort de vous acquitter rapidement de vos frais. Si vous pouvez finir le plus rapidement possible, ça vous donne aussi la possibilité d'avoir accès aussi à tous les éléments qu'il faut, comme ceux qui ont déjà tout payé. Quand quelqu'un a tout payé, évidemment, lui, à son niveau, il a tout directement. Donc, mais ceux qui ont payé progressivement vont aussi aller progressivement. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, ça va aussi dépendre de vous. Voilà. Donc, quand quelqu'un a payé la totalité, il est déjà, on le mute dans un autre groupe, dans le groupe de ceux qui sont à ce niveau-là. C'est un peu comme ça. Voilà.
parce que les gens s'inscrivent chaque fois à notre niveau, chaque semaine. Les gens s'inscrivent. Donc, on met les gens dans le groupe en fonction du niveau de ces personnes. Ils doivent être dans le même niveau. C'est un peu comme ça. Donc, ici au niveau de cette instance, ça c'est le deuxième rôle de cette puce qui est de mesurer l'intensité qui entre ici. Voilà. Maintenant, donc, en dehors de ce travail que cette puce a, elle fait alors son vrai travail. Je dirais même que c'est son vrai travail ici. Le vrai travail de cette puce, c'est de charger la batterie. C'est vraiment de charger la batterie. C'est son vrai rôle là-bas. Si elle peut dire les deux rôles qu'elle effectue sur toutes les cartes mères, là au moins, tous les fabricants sont unanimes là-dessus. Premier rôle, vérifier l'intensité qui entre dans la carte. Deuxième rôle, charger la batterie. Parce que pour l'autre rôle que je vous ai dit, qu'elle manipule les MOSFET là, ce n'est pas dans tous les cas qu'elle le fait. Dans certains cas, elle n'a même rien à voir à ce travail-ci. Elle ne cherche même pas à manipuler qui que ce soit là. Ça ne la concerne même pas. Donc, son vrai travail, c'est de charger la batterie. Et deuxième chose, elle évalue l'intensité du courant qui entre dans la carte mère au niveau de la résistance de charge. Voilà. Maintenant, comment elle fait pour charger la batterie? Là, je vous explique ça. Alors, comment cette puce fait pour charger la batterie? Elle ne charge pas la batterie automatiquement. Premièrement, il faudrait déjà, avant qu'elle charge la batterie, qu'elle soit alimentée, de deux, qu'elle soit activée. Mais il y a un troisième élément dont elle a besoin. Et je m'en vais vous expliquer. Le troisième élément dont elle a besoin, c'est l'ordre. Suivez bien. Pour que la puce de charge puisse manipuler ces deux MOSFET, pour que la tension vienne sur cette bobine et entre dans cette batterie, il y a l'ordre qu'elle doit attendre venant de l'IOS, la puce IOS. C'est la puce IOS qui donne l'ordre à la batterie, à la puce de charger la batterie. Voilà pourquoi sur les connecteurs de la batterie, vous avez deux pattes. Généralement, c'est les pattes qui sont au milieu. Vous allez voir les connecteurs de la batterie, ces connecteurs de la batterie là avec les différentes causes qu'il y a là-bas. On a à l'extrémité, on a le moins, à l'autre extrémité, on a le plus. Maintenant, au milieu, vous allez voir qu'il y a encore des pattes. Ces pattes-là, ce sont donc les pattes qui communiquent avec l'IOS. C'est vrai qu'on a les pattes aussi de la température là-bas et tout. Mais il y a deux pattes. Il y a deux pattes qui communiquent avec la puce IOS. Ces pattes-là sont dénommées SMBus Data et SMBus Clock. Donc, vous allez voir SB, DA ou bien SBCL. Donc, SMB Data et SMB Clock. Ces deux pattes-là communiquent avec la puce IOS et là, par là, la puce IOS constate, prend des informations sur la batterie pour voir si elle a besoin d'être chargée ou pas. Donc, je me reprends. C'est la puce IOS qui vérifie au niveau de la batterie, qui vérifie au niveau des informations qu'elle recueille de la batterie, au niveau de la batterie, puisque dans la batterie, là, il y a encore une petite carte mère. Il y a une petite carte avec des petites puces qui communiquent donc les informations à la puce IOS. Donc, ça communique les informations à la puce IOS concernant la quantité d'énergie qu'il y a là-dedans. Et là, la puce IOS évalue l'intensité qu'il y a là-dedans et elle voit si cette batterie a besoin d'être chargée ou pas. Dès qu'elle constate ça, elle communique avec la puce de charge pour lui dire, voilà la batterie, elle a besoin d'être chargée, charge-la. C'est quand la puce de charge reçoit l'ordre venant de la puce IOS qui lui demande de charger cette batterie, qu'elle se met donc en marche dans son deuxième département, ou bien son troisième dans certains cas, puisque vous avez dit qu'il y a des cas où elle manipule les MOSFET, ça c'est le premier rôle.
Deuxième rôle est vérifier la tension qui entre dans la carte mère. Deuxième rôle. Troisième rôle, elle attend le signal venant de l'iOS pour lui dire de charger la batterie. Et là, dans ce cas, elle a un autre département, toujours dans cette puce, qui va donc manipuler ces deux MOSFET et la tension va sortir, entrer sur cette bobine pour entrer dans la batterie pour la charger. Voilà le principe. Voilà comment les choses vont fonctionner à ce niveau-là. Maintenant, on évolue. Maintenant, à quoi sert ce MOSFET? Vous allez voir que je n'ai pas encore parlé de celui-ci. Ce MOSFET-ci, qui est ici, dans ce cas, le 5e MOSFET, lui, il sert uniquement lorsque on a un laptop où on n'a pas branché le chargeur. Donc, suivez-moi bien. On n'a pas branché le chargeur, mais on a mis uniquement la batterie. Si on connecte la batterie seulement et on ne met pas le chargeur, dans ce cas, le MOSFET va maintenant se mettre en action. La tension venant de la batterie va venir comme ça, regardez bien. Elle va sortir de là comme ça, venir là dans ce MOSFET. Et comme je vous l'ai dit, les MOSFET sont des interrupteurs. Ce MOSFET-ci doit être manipulé par un petit système quelque part là. Parfois, c'est par cette puce, parfois, c'est pas par elle. Donc, ça va être manipulé par un système. Et puis, la tension de la batterie va donc traverser comme ça et venir sur le même endroit, c'est-à-dire ce même endroit après la résistance de charge. Donc, cette tension va venir comme ça pour aller où? Sur toute la carte mère, sur toute la carte mère. Donc, voilà à quoi sert ce MOSFET. Voilà à quoi il sert. On l'appelle généralement le MOSFET de la batterie. Donc, il faudra garder ce nom-là, le MOSFET de la batterie. C'est-à-dire, c'est par lui que la tension venant de la batterie doit passer pour entrer sur la carte mère. Ça, c'est en l'absence du chargeur. En l'absence du chargeur. Quand il n'y a pas de chargeur, la tension de la batterie part comme ça vient comme ça traverse là et ça passe sur toute la carte mère. Donc, on a donc deux sources d'alimentation sur la carte mère. Le chargeur ou l'adaptateur et la batterie. Maintenant, quand le chargeur et la batterie sont connectés ensemble, c'est plutôt le courant du chargeur qui va passer. Le courant de la batterie venant de la batterie, la tension venant de la batterie va se stopper ici. Et là, on n'aura rien à la sortie ici. Du moins 19 volts, on aura 19 volts à la sortie. Mais cette tension va caler aussi là-bas, puisque le MOSFET sera fermé. Donc, chaque fois que la tension de 9 volts est présente, le MOSFET sera automatiquement fermé par un certain système. Il y a un système qui va directement le désactiver. Là, la tension sera de ce côté, ça ne pourra pas traverser. 19 volts sera ici, ça ne pourra pas traverser, rien du tout. Donc, chacun va rester de son côté. Et là, c'est la 19 volts venant de l'adaptateur qui va passer et aller dans toute la carte mère. Mais en attendant, la puce de charge sera en train de faire quoi? Charger la batterie. Maintenant, si tu déconnectes ce chargeur et que la batterie ici est en bon état, c'est immédiatement le MOSFET va s'ouvrir immédiatement et faire passer la tension de la batterie pour que ça entre sur la carte mère pour continuer d'alimenter la carte mère. Voilà comment les choses vont se passer. Alors, maintenant, j'entre sur les problèmes que vous pouvez rencontrer dans cette partie. Alors, les problèmes que vous pouvez rencontrer sont les suivants. Premier problème. Vous avez une carte mère que vous branchez le chargeur et vous constatez que la machine ne s'allume pas quand vous branchez le chargeur. Alors, qu'est-ce qui peut occasionner ce genre de problème?
Qu'est-ce qui peut empêcher l'ordinateur, la machine de s'allumer alors que vous avez branché le chargeur et le chargeur fonctionne normalement? Parce que si vous branchez le chargeur, ça ne s'allume pas. Avant même d'aller sur la carte mère, vérifiez d'abord le chargeur. Vérifiez le chargeur. Est-ce que le chargeur a la tension et l'intensité? Parce que ces chargeurs-là n'ont pas seulement la tension, mais ils ont également l'intensité. C'est ces deux éléments qu'ils ont. Les chargeurs n'ont pas seulement la tension, mais l'intensité. Regardez les inscriptions qu'il y a sur les chargeurs. Vous allez voir généralement sur ces chargeurs-là deux informations. L'intensité et la tension. L'intensité, ça va en ampérage et la tension, ça va en volts. Vous allez voir ça. Vous allez voir peut-être 19 volts, 3,5 ampères. Le 3,5 ampères là, c'est le jus. Prenez ça un peu comme le robinet. Vous voyez, on a l'eau qui sort là. L'eau qui sort là, c'est l'intensité. Maintenant, la tension, c'est quoi? C'est la vitesse avec laquelle ça sort, ou bien la force qui pousse l'eau à sortir. Si vous voulez l'air qui est en train de pousser l'eau à sortir, c'est ça qu'on appelle la tension. Maintenant, l'eau là même qui sort là, c'est ça qu'on appelle l'intensité. Maintenant, vous comprenez donc que vous pouvez avoir un chargeur. Vous prenez votre multimètre, vous vérifiez la tension du chargeur, vous avez bien 19 volts, mais pourtant le chargeur est gâté. Le chargeur est gâté tout simplement parce que l'intensité n'y est plus, ou bien elle est trop faible pour pouvoir démarrer la carte mère. Dans ce cas, vous voyez qu'il faut donc changer de chargeur pour voir le comportement. Donc, ne soyez pas présent, ne soyez pas pressé de croire que lorsque vous branchez le chargeur, la machine ne s'allume pas. Ça veut dire que le problème est sur la carte mère, dans la partie alimentation. Non, ne tombez pas dans ce piège, les amis. Sinon, vous allez démonter une machine pour rien avant de constater que c'est même votre chargeur qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas bien. Bien sûr, avec l'évolution de la technologie, il y a aujourd'hui des appareils qui permettent de mesurer l'intensité de votre chargeur. Vous pourrez acheter ces appareils-là sur AliExpress, Alibaba, eBay et tout ça, les sites que vous connaissez, les sites en ligne. Vous pourrez avoir ça plus tard. Je ne peux pas vous conseiller d'acheter ça au début. Non, je ne peux pas. Ça, c'est bien plus tard. Là, avec ça, quand tu branches ton chargeur, ça te montre immédiatement si l'intensité également est bonne. Beaucoup de chargeurs que vous voyez sur le marché, la tension est parfois bonne, mais l'intensité n'y est plus. Et là, vous n'aurez rien. Vous n'aurez pas, ça ne peut pas allumer la carte tant que l'intensité n'est pas présente. C'est un peu comme un robinet. Vous voyez quand on coupe l'eau là. Peut-être à un certain moment, tu ouvres le robinet, tu vois l'air qui sort. Tu vois l'air seulement qui sort, mais il n'y a pas d'eau. C'est la même chose avec ce chargeur qui a la tension, mais il n'y a pas l'intensité. Ça ne va toujours pas démarrer la carte. Et ce n'est pas peut-être qu'il y a un problème sur l'alimentation. Le problème, c'est le chargeur. Donc, ayez toujours à votre disposition 2 ou 3 chargeurs que vous pouvez prendre et tester. Même si ce n'est pas pour vous, empruntez même à quelqu'un qui a le même chargeur, vous testez. Si vous avez un ami qui vend les chargeurs et que vous avez la possibilité de le rencontrer et lui dire, bon, essayez de me rendre service, s'il peut vous accepter ça, tant mieux. Vous vérifiez d'abord qu'il n'y a pas de problème au niveau du chargeur avant de revenir sur la carte. Et même ce que vous devez encore faire en dehors de ça, quand vous branchez le chargeur ici, si le chargeur est bon, déconnectez les éléments sur la carte, mais du moins sur le laptop, au fur et à mesure. Ne vous retrouvez pas en train d'aller de démonter directement, arriver sur la carte. Mais non, je vous déconseille ça. Lorsque vous branchez, vous savez que le chargeur est déjà bon, mais vous allumez la machine, ça ne s'allume pas toujours. Rien, il n'y a même pas de lumière, rien du tout. Déconnectez les éléments au fur et à mesure. Commencez par le clavier. Par le clavier. Parce que le clavier est directement relié à cette puce qu'on appelle la puce iOS. Ça veut dire que si le clavier de l'ordinateur est en court-circuit, parce que ce clavier-là a également une petite carte mère dessus,
s'il y a un court-circuit sur ce clavier, la puce iOS qui est chargée du démarrage sera bloquée. Laissez-moi vous dire que sur ces cartes mères, l'élément qui est celui que tout le monde respecte sur la carte mère, c'est le court-circuit. Donc, tout le monde respecte le court-circuit sur la carte mère. C'est-à-dire, quand la puce iOS se rend compte qu'il y a un court-circuit, elle se bloque, elle dit, je ne sors pas. C'est un peu comme s'il y a le couvre-feu. Donc, s'il y a le feu dehors et tout le monde reste chez soi. C'est la même chose. Donc, même quand le bouton démarrage, on appuie le bouton pour dire à l'iOS que démarre la carte, il dit que non, moi, je ne peux pas moi sortir. C'est chaud là dehors, il y a le feu qui m'entoure. Je ne peux rien faire. Et là, lui reste tranquille de son côté. Parce qu'il est entouré par le feu qui est dans le court-circuit. Et le clavier, comme je vous dis, s'il a 32 pins, il y a 30 qui sont reliés à la puce iOS. Et lorsqu'il y a court-circuit sur le clavier, la puce iOS est bloquée. Elle ne peut plus rien faire. Puisqu'il y a le feu qui est juste à côté d'elle. Elle ne peut pas réagir. Elle ne peut pas. Elle va se bloquer. Et là, tu appuies le bouton de démarrage n'importe comment. Rien ne va se passer vu que la puce US est bloquée par le clavier qui est en court-circuit. Donc, avant d'avancer, déconnectez le clavier. Déconnectez le clavier. Vous branchez, déconnectez le clavier. Vous continuez, vous testez. Si ça démarre, ça veut dire que c'est le clavier qui bloquait. Alors, je vais vous informer donc que la puce iOS est reliée comme ça à plusieurs composants. Il n'y a pas que le clavier qui est relié à la puce iOS. Nous avons également le ventilateur. Le ventilateur est relié à la puce iOS. Ça veut dire que si au niveau du ventilateur, il y a un court-circuit, la carte mère ne peut pas démarrer à cause de ça. Voilà des petits trucs que vous devez déconnecter. Il y a également certaines cartes externes qui sont reliées à la puce iOS. Il y a des petites cartes externes sur les laptops là qui sont reliées à la puce iOS. Alors, qu'est-ce que vous conseille? Déconnecter ça également. Vous avez également le connecteur de la nappe de l'afficheur qui est également la nappe de l'afficheur interne qui est également reliée à la puce iOS. Déconnectez ça également. Donc, déconnectez les éléments au fur et à mesure jusqu'à ce que vous arriviez uniquement à la carte mère. C'est à l'instant là que tu peux déjà te dire que attention, peut-être que le problème c'est la carte mère. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a encore un dernier élément à vérifier avant de dire que c'est la carte mère. Le dernier élément à vérifier, c'est le bouton de démarrage. Le voilà. Le bouton de démarrage. Vous voyez, si peut-être vous appuyez le bouton de démarrage et la carte ne se démarre pas, vous devez, avant de dire que c'est la carte mère, vérifier est-ce que ce bouton de démarrage, est-ce qu'il fonctionne? Alors, je vais vous dire comment savoir que ce bouton-ci fonctionne. Parce que laissez-moi vous dire que ce bouton, c'est gâte. J'ai déjà dépanné maintes et maintes cartes mères où c'est ce bouton de démarrage qui était gâté. C'est le bouton si c'est gâte. Parce que vous savez, les gens utilisent très mal les appareils, les ordinateurs. Vous voyez, quand ils utilisent, ils appuient ça comme si c'est seulement la force qui va faire que ça va démarrer. Et lorsqu'il y a peut-être un petit souci, ils aggravent encore. Ils appuient pour finir, gâtent le bouton de démarrage. Alors, comment savoir que ce bouton est gâté? Il y a beaucoup de symptômes qui vous permettent de voir ça. Première chose, laissez-moi dire qu'il y a jamais une petite résistance dans ce bouton. Ben, vous ne le savez pas, sachez qu'il y a une résistance là-bas. Et lorsque la résistance là lâche, le bouton se gâte. Voilà, donc je vous informe seulement. Bon, maintenant, comment savoir que le bouton est gâté? Sur le bouton de démarrage, nous avons la masse d'un côté, on a le plus de l'autre côté. Maintenant, quand tu appuies le bouton de démarrage, normalement, le plus va se relier à la masse. On aura 0 volts. Donc, et puis, quand tu vas relâcher, on aura 3 volts. Au niveau du bouton de démarrage, on a 3 volts. Ça, c'est pour les laptops en général. Maintenant, il y a des petites cartes mères, des notebooks comme ça. C'est un petit notebook où ça ne sera pas 3 volts,
ça sera 1.7 volts que vous aurez là-bas, ou 1.8 volts. Mais dans la plupart des cas, c'est 3.3 volts. Maintenant, avec ton multimètre, comment vérifier que ton bouton de démarrage est bon ou pas? Tu mets la sonde du multimètre sur l'une des pattes du bouton de démarrage et tu vas avoir 3 volts. Tu appuies ton bouton de démarrage sans enlever, qu'est-ce que je voulais dire? Sans enlever ta main. Quand tu appuies, tu regardes, est-ce que la tension qui était à 3 volts est descendue à 0? Première chose d'abord que tu vas vérifier. Si ça descend à 1, quelque chose, le bouton est gâté. Si ça descend à 2, le bouton est gâté. Si ça descend à 0,7, le bouton est gâté. Il faut que ça descende à 0 volts. Deuxième chose, quand tu relâches le bouton, regarde, il ne faut pas enlever ta sonde du multimètre sur l'endroit du bouton de démarrage. Là tu dois avoir 3 volts. Quand tu relâches, ça doit être quitté de 0 à 3 sans passer par les autres chiffres. Maintenant, comment savoir que le bouton est gâté? Quand tu relâches, ça part à 1 volt, 2 volts avant de tomber sur 3 volts. Le bouton est gâté. Tout ce que je vous dis là, ça se passe parfois en peut-être moins de 2 secondes. Donc, c'est en millisecondes même. Donc, vous voyez ça, vous allez seulement voir sur le multimètre comment ça varie. Ça part à 1, 2 et puis 3. Le bouton est gâté. Là également, le bouton est gâté. Parce que ce genre de message-là, la puce iOS que vous voyez ne va pas comprendre ce message quand ça varie doucement comme ça. Lui, le message que lui comprend, c'est quand ça quitte de 3 volts, ça descend à 0 et ça revient à 3 volts directement. Là, la puce comprend qu'on veut démarrer la carte et elle fait ce travail s'il n'y a pas de problème. Donc, voilà autant de choses qui peuvent vous permettre de voir si le bouton de démarrage est gâté. Et lorsqu'il est donc gâté, vous allez plutôt vous concentrer à réparer ce problème. On verra plus tard comment résoudre ce genre de problème. Ce n'est pas compliqué. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez faire. Maintenant, si au niveau du bouton de démarrage, tout est bon, il n'y a pas de problème et ça fonctionne normalement, vous pouvez donc comprendre que le problème n'est pas à ce niveau-là, le problème est ailleurs. Comment savoir que votre problème, le problème sur votre carte, c'est la partie alimentation? Avant même de démonter, toute la carte, lorsque vous branchez la carte ne réagit même pas. Le premier élément, du moins le deuxième, je peux dire comme ça, le deuxième élément, après avoir vérifié le chargeur, je ne vous ai pas peut-être parlé de ça, c'est pourtant très important. Le deuxième élément, après avoir vérifié le chargeur, c'est de réinitialiser la puce BIOS. Réinitialiser la puce BIOS, on le fait en enlevant la pile CMOS et en la laissant à l'extérieur pendant 5 minutes. Ou si vous voulez, vous utilisez une pincette, vous touchez le plus et le moins du connecteur de cette pile CMOS pendant 10 secondes ou oui, même 10 secondes et vous le laissez et vous allumez. Laissez-moi vous dire que quand un appareil ne fonctionne pas pendant un certain temps, la puce BIOS se plante. Et lorsqu'elle se plante, elle bloque également la puce iOS. Parce que la puce iOS va communiquer avec la puce BIOS pour le démarrage à un certain moment. Mais si les deux sont plantés, vous voyez que rien ne va se passer. Vous allez appuyer, rien ne va se passer. Mais ce n'est pas qu'il y a un problème sur la carte, mais le problème, dans certains cas, il faut toujours demander à la personne qui utilise la machine, depuis combien de temps tu n'as pu utiliser ta machine. Posez-lui la question là simplement comme ça. Dès qu'il va vous dire, bon, j'ai laissé ça fait 2 semaines, ou bien j'ai laissé ça pendant 1 mois, je n'ai pu utiliser. Vous demandez, est-ce qu'avant de laisser ça fonctionner? Il dit, oui, ça fonctionnait. Maintenant, je prends, ça ne démarre plus. Ne réfléchissez pas, n'allez pas loin. Le problème, le premier élément que vous devez vérifier, c'est au niveau de la pile CMOS. Vous devez retirer la pile là, court-circuiter, réinitialiser le BIOS et retester à nouveau. Si jusque-là, ça ne s'allume pas, vous continuez dans les étapes que je vous ai données.
déconnecter les périphériques l'un après l'autre, vérifier en dernier lieu le power button. Après ça, maintenant, vous pouvez revenir sur la carte mère pour vérifier si vous n'avez peut-être pas un problème d'alimentation. Maintenant, comment savoir qu'on a un problème d'alimentation? Vous venez au niveau de cette résistance-ci, vous vérifiez la tension ici. S'il n'y a pas 19 volts, vous avez un problème d'alimentation. C'est simple. Voilà l'endroit qui nous permet de savoir qu'on a un problème d'alimentation, cette résistance. S'il n'y a pas 19 volts ici, votre carte met un problème d'alimentation. Puisque la 19 volts là doit être automatiquement présente là-bas, sans qu'on appuie le bouton de démarrage. On ne doit pas appuyer le bouton de démarrage pour que la 19 volts vienne ici. Non. Toutes les cartes mères, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas 19 volts ici, tu as affaire à un problème d'alimentation. Et là, comment faire pour résoudre ce problème? Pour résoudre un problème d'alimentation, c'est-à-dire 19 volts n'est pas ici, qu'est-ce que tu peux faire? Première action, quelle est la première action que tu dois mener? C'est te souvenir qu'il n'y a que le court-circuit, du moins, que celui qui est respecté sur la carte mère, c'est le court-circuit. Ça veut donc dire que, première chose, prends ton multimètre, mets en mode diode ou bien mode continuité. Le jack, ça peut biper là. Tu mets l'une des sondes sur la masse et l'autre sonde sur la résistance de charge. Si ça bip, si la résistance de charge bip avec la masse, ça veut dire que tu as un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Et c'est ça qui empêche que ta tension ne sorte. Maintenant, tu vas vérifier cela ici. S'il n'y a rien, vérifie entre les deux MOSFET. S'il n'y a rien, vérifie à l'entrée du premier MOSFET. Parce que le court-circuit peut être ici, là ou là. Dans tous les cas, si c'est dans l'un des trois endroits là, il n'y aura pas de tension ici. Il n'y aura pas de 19 volts ici. Et là, on dit que tu as affaire à un problème d'alimentation. Maintenant, en dehors du court-circuit qui peut bloquer la carte, la 19 volts de passé, il y a d'autres problèmes. Bon, si c'est un court-circuit, qu'est-ce que tu vas faire pour retirer le court-circuit? Ça dépend de l'endroit où ça se situe. Si c'est entre les deux C, c'est un peu plus facile. Tu cherches simplement tous les composants qui sont là. Tu vois celui qui est relié à la masse de manière anormale. L'un des instruments faciles pour faire ce travail, c'est le power supply. Tu injectes juste une tension, même de 10 volts ici, avec 2 ampères ou 3 ampères, et tu verras un composant qui va chauffer. Tu te retournes de ce côté pour voir. Si c'est une puce, fais attention. Une puce qui chauffe, ça ne veut pas dire que c'est elle le problème. Faites attention. J'en ai parlé dans une des vidéos que j'ai envoyées sur YouTube à ce sujet. Une puce qui chauffe, une puce comme ça qui chauffe, ça ne veut pas dire que c'est elle qui est gâtée. Ne tombez pas dans le piège, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans le piège. D'accord. On reviendra dessus. Donc, tu injectes la tension, tu vérifies le composant qui chauffe et tu regardes celui qui chauffe le plus. Si c'est une puce, ça ne veut pas dire que c'est elle qui est gâtée. Fais attention. Tu vérifies d'abord cette tension de sortie. Si au niveau de cette tension de sortie, il n'y a aucun problème, c'est elle qui est gâtée. Cette fois-là, tu peux conclure. Mais tant que tu n'as pas fait la vérification au niveau de sa sortie, ne conclue pas si vite. Ne conclue pas si vite. Donc, c'est un peu comme ça. Par là, on connaît donc que la puce a un problème. Donc, tu vas injecter le power supply à l'endroit où il y a le court-circuit et ça va t'aider à retrouver le coupable. Parfois, c'est un condensateur, parfois, c'est un MOSFET, parfois, c'est un diode, parfois, c'est plusieurs composants qui peuvent être en court-circuit. Et là, ça va chauffer énormément. Tu retires le composant et le problème sera résolu. Il n'y aura plus de court-circuit. Dans certains cas, tu vas remplacer le composant. Dans d'autres cas, tu n'as pas besoin de remplacer le composant en question. Voilà. Maintenant, en dehors du court-circuit qui peut bloquer la tension de traverser comme ça, nous avons également les MOSFET qui peuvent se gâter. Ces MOSFET peuvent se gâter et empêcher que la tension ne traverse. Si un des MOSFET est gâté, même si on le manipule, il ne va pas faire traverser le courant vu qu'il est gâté. Alors, comment savoir que le MOSFET est gâté? Tu peux injecter toujours avec le power supply une tension sur sa gate
Et normalement, il devait faire passer le courant. S'il ne fait pas toujours passer, ça veut dire qu'il est gâté. Si tu n'as pas le power supply pour injecter, cherche le numéro de ce MOSFET. Il est généralement au-dessus là, soit en première ligne, soit en dernière ligne. Tu le tapes sur Google, tu vois la référence, tu vois c'est un N-channel MOSFET ou un P-channel MOSFET et tu le remplaces par un autre N-channel MOSFET. Si c'était un N-channel, tu remplaces par un N-channel. Si c'est un P-channel, tu remplaces par un P-channel. Mais s'il te plaît, prends un MOSFET qui est dans la même zone, c'est-à-dire un MOSFET toujours de l'alimentation dans une autre carte mère. Tu prends et tu viens, tu remplaces. En te rassurant bien sûr que ce composant-là fonctionne. N'oubliez pas cette règle. On ne remplace pas, on ne remplace toujours un composant sur une carte par un autre composant qui fonctionnait d'abord sur l'autre carte. Comment savoir qui fonctionnait sur l'autre carte? Quand tu branches l'autre carte, on a bien 19 volts à la sortie. Ça veut dire que ce MOSFET-là fonctionne. Et si c'est un même type de MOSFET, tu prends l'autre, tu viens remettre ici. Si c'était le MOSFET, la tension va traverser. Maintenant, si ce n'est pas le MOSFET, ça ne va toujours pas passer. Là, dans ce cas, tu peux te poser la question, OK, ce n'est pas le court-circuit. Deuxième chose, ce n'est pas le MOSFET. Alors, je me pose la question, sur la gate, vous voyez que la prochaine idée, c'est de se poser la question, est-ce qu'il a été manipulé? Est-ce que ce MOSFET a été manipulé? Peut-être que le problème, c'est qu'il n'est pas manipulé. Alors, qui devrait le manipuler? Ça peut être la puce de charge, ça peut être un système de 2 résistances, ça peut être la puce iOS, ça peut être un autre composant. Alors, c'est à toi d'aller voir lequel devait le manipuler. Et tu ne vas pas directement accuser ce composant. Par exemple, prenons le cas où c'est la puce de charge qui manipule la gate. Et si on constate qu'elle ne manipule pas, on va condamner la puce-ci. Non, 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 non. On ne condamne pas encore cette puce. On va se poser la question, est-ce que cette puce a les éléments qu'il lui fallait pour fonctionner? Laissez-moi vous dire qu'un bon maintenancier, c'est un bon juge. C'est quelqu'un qui doit être souple dans les jugements. Dès que tu fais la maintenance, tu vas devoir changer ta manière de juger. Tu ne vas plus vite condamner les gens. Parce que dans la maintenance, tu as appris que lorsque quelqu'un doit faire un travail, s'il ne le fait pas, on ne le condamne pas. On se pose la question, est-ce qu'il avait les éléments nécessaires pour faire le travail? C'est quand il a tous les éléments nécessaires pour faire le travail et il ne le fait pas qu'on peut maintenant se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas également quelque chose, un court-circuit qui l'empêche de le faire? Ce sont des questions qu'on pose. Tu vois, on essaye d'être un peu indulgent pour chercher à comprendre s'il n'y a peut-être pas quelque chose qui le freine à faire son travail. Et si effectivement il y a quelque chose, on résout plutôt le problème à ce niveau et là, lui fait son travail. Vous voyez que vous devez être, votre jugement doit changer. Si vous vous retrouvez en maintenance, en train d'avoir pitié des puces comme ça, parce que vous avez compris que non, lorsque ça ne fait pas le travail, on ne peut pas le condamner. On va d'abord chercher à voir, est-ce qu'il avait, son alimentation était là, est-ce que son activation est même arrivée pour qu'il fasse son travail. Vous voyez que vous êtes indulgent. Mais au niveau des êtres humains, vous allez devoir faire pareil. Oui, si peut-être quelqu'un vient, il vole, il a un voleur à voler chez vous, on l'attrape, vous arrivez là, ne soyez pas pressé pour dire qu'on lapidons le directement, on le tue. Il faut d'abord examiner. Est-ce qu'il avait tous les éléments pour pouvoir échapper à ce genre de choses? Est-ce que ça dépendait complètement de lui? Vous devez essayer de réfléchir dans ce sens-là. Et non chercher directement à le condamner une fois. Même s'il y a une situation qu'on vient vous présenter, on dit, voilà, telle personne a fait ceci, il a fait comme ça, ou bien il n'a pas fait son travail, il est vraiment méchant, il n'a pas fait ceci. Non, avant de le condamner, posez-vous les questions. Est-ce qu'il avait les éléments pour pouvoir faire son travail? Mais s'il n'avait pas les éléments pour faire son travail, vous le condamnez pourquoi? Entre nous. Vous condamnez quelqu'un que lui n'a pas les éléments pour faire un travail. Vous-même, si on vous met à sa place, vous allez faire comment? Vous allez faire la magie. Donc, vous voyez qu'il faudrait qu'on change. Parce que si on ne change pas dans le jugement là, je crois que ça va même jouer, même au niveau du diagnostic. Tu risques de caler ce genre d'esprit, ça ne sera pas bon. Mais il faut que l'esprit change.
L'esprit d'un maintenancier, c'est quelqu'un qui va progressivement sans vite condamner. Donc, le maintenancier ne doit pas rapidement dire « Ah, c'est tel truc ». Non, non, il ne faut pas être pressé. C'est la prise de charge qui va manipuler les gates. Mais si elle ne le fait pas, ça ne veut pas dire que c'est elle le problème. Peut-être ça peut être elle, peut-être ce n'est pas elle. Maintenant, vérifie d'abord, est-ce qu'elle n'a peut-être pas reçu l'alimentation? Parce que l'alimentation, si, parfois ça passe par d'autres composants hein, qui tendent d'ici jusqu'ici. Je n'ai pas seulement mis. Parfois, il y a d'autres composants qui sont situés ici, transistors, peut-être diode, bobine, hein, qui passent comme ça passe comme ça avant d'arriver là. Donc, vérifiez d'abord, est-ce qu'au niveau de la pâte d'alimentation, qui doit être V-in ou bien VCC de cette puce, est-ce qu'on a 19 volts? S'il n'y a pas 19 volts, ça veut dire qu'elle n'est pas alimentée. Tu cherches plutôt à voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne soit pas alimentée. Et dans certains cas, tu vas retrouver le composant. Tu vas voir le composant qui est cassé et tu le remplaces. Et la tension vient ici et elle fait son travail. Ça veut dire que ce qui lui manquait, c'était l'alimentation. Dans d'autres cas, c'est l'activation qui ne sera pas présente. Et si l'activation n'est pas présente, regarde au niveau de ses résistances. Parfois, l'une de ces résistances s'est gâtée. Tu prends la valeur de ces résistances avec ton multimètre. Si c'était une résistance peut-être de 20 kΩ, et ici tu as plutôt 194 kΩ, ça veut dire que la résistance est gâtée. Elle est gâtée, c'est pour ça donc que la valeur qui entre ici ne peut pas activer cette puce et elle ne peut donc pas faire son travail. C'est simple. Donc, si les gates ne sont pas manipulés, vérifiez d'abord la puce de charge si elle a tous ces éléments. Maintenant, si elle a tous ces éléments et il n'y a peut-être pas un court-circuit, un truc qui l'empêche de faire son travail, de fonctionner, dans ce cas, tu peux dire avec raison, la puce de charge est gâtée. Elle est gâtée. Elle est gâtée parce que tu as vérifié qu'elle a tous les éléments pour fonctionner, mais elle ne fait pas son travail. Tu peux dire avec raison que cette puce de charge est gâtée. C'est simple. Donc, voilà comment vous devez procéder lorsque vous faites le diagnostic. Vous devez aller étape par étape comme ça. C'est comme ça. Donc, est-ce qu'il y a un court-circuit? Vous résolvez le problème. Est-ce que ce sont les MOSFET qui sont gâtés? Vous les changez. Est-ce que c'est les gates qui ne sont pas manipulés? Vous regardez au niveau de la puce qui doit les manipuler. Est-ce qu'elle a les éléments qu'il faut? S'il y a un élément qui manque, vous regardez les composants qui devraient faire venir ça. Vous regardez celui qui est gâté, vous le remplacez et le problème est résolu. Et lorsque tout est résolu, tout marche. Maintenant, si tous les éléments sont là et le composant, la puce ne fait pas son travail, changez cette puce et tout devrait marcher. Donc voilà comment résoudre un problème lorsque la 19 volts, le chargeur, vous mettez le chargeur et la 19 volts n'est pas ici. Voilà comment on résout ça. Donc je crois qu'on va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On va s'arrêter là. On pourra continuer une autre fois pour les autres secteurs. Je vais vous rappeler toutes les autres choses qu'on va encore voir. On va maintenant voir le cas où tu mets le chargeur, ça s'allume, mais tu mets la batterie, ça ne s'allume pas. On va voir ce cas-là. Je vais vous expliquer tout ce qui peut bloquer ça. Que tu mets le chargeur, ça s'allume, mais la batterie, tu mets, ça ne s'allume pas. Pourtant, la batterie est en bon état. Mais si au moins la batterie est gâtée, on peut au moins dire que bon, la batterie est gâtée, on change la batterie. Mais la batterie est en bon état. Tu changes la batterie, tu vois, c'est toujours bon. Et le courant ne passe pas quand on met la batterie. Mais pourtant, avec le chargeur, ça passe. Je vais vous expliquer tout ce qui peut causer ça. Je vais vous expliquer également le cas où tu mets le chargeur seul. La machine fonctionne normalement. Tu mets la batterie, ça fonctionne normalement. Tu mets les deux, ça ne fonctionne plus. La machine ne fonctionne plus. Je vais vous expliquer ce cas-là et qu'est-ce qui peut occasionner ça. Je vais vous expliquer également le cas où vous avez une machine que ça s'allume bien, mais la batterie ne se charge pas. Pourtant, la batterie est en bon état. Je vais vous expliquer également ce cas. Qu'est-ce qui peut occasionner que la batterie soit en bon état, mais ça ne se charge pas. Ou parfois ça se charge, après un certain moment ça s'arrête, ça se bloque et tout ça. On pourra voir ça la prochaine fois. Et si nous finissons avec ça, peut-être on va entamer le secteur de 3 volts, 5 volts. Et je vais revenir sur ce secteur-ci également pour vous parler de plein de choses à ce niveau-là. Donc voilà un peu ce qu'on va faire. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Et on pourra continuer la prochaine fois. C'est-à-dire la semaine prochaine.
Je vous ai dit, pour vous qui êtes dans la catégorie de ceux qui évoluent progressivement avec le paiement, on va revenir, on sera obligé de faire, comme je vous ai dit, une séance par semaine. Et là, vous êtes dans le groupe comme vous êtes. Mais dès que vous allez varier, ceux qui vont payer le plus rapidement, je crois qu'il y a une personne déjà dans votre groupe qui devait forcément quitter de ce groupe parce qu'il va s'acquitter de ses frais pour terminer une fois. Et là, il va aller dans le groupe, dans un des groupes généraux. Donc, il y a des groupes qui sont un peu plus larges et ceux-là qui ont déjà tout payé. Et ils ont des fichiers au fur et à mesure qu'ils sont obligés qui peuvent voir déjà parcourir et avancer aussi un peu plus rapidement. C'est un peu comme ça. Donc, ça sera ne tienne, si vous n'avez peut-être pas assez de moyens, on vous allez patienter. Mais dès que vous avez la possibilité, libérez-vous rapidement, vous avancez. C'est un peu ce que je peux vous donner comme conseil pour évoluer rapidement. Donc, il n'y a pas de souci, on va vous suivre. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire pour cette fois-ci. Si vous avez des questions, je réponds rapidement à quelques-unes de vos questions avant qu'on avance. Et si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter à ce niveau. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser? Si vous avez des questions, alors je réponds à vos questions. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Okay. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Vraiment, on a appris beaucoup. On a pris du temps, mais vraiment, c'était vraiment. En fait, ma question, je vois qu'au moment que, c'est-à-dire, le chargeur n'est pas branché, donc la piste de charge n'a pas de charge en ce moment, c'est-à-dire il est un peu libre. Parce que c'est un peu libre quoi. Oui. Quand le chargeur n'est pas branché, la piste de charge ne fait pas son travail. Elle n'a rien comme travail à faire. Voilà. Donc maintenant, Oui. Si on branche la batterie, Oui. Seulement, on dit c'est-à-dire le numéro 5, la MOSFET numéro 5. Oui. Elle est activée. Je n'ai pas bien compris ta question. Tu peux reprendre, voir. Et quand on branche la batterie seulement, oui. C'est la 5e MOSFET, la MOSFET numéro 5, sur le schéma que vous venez de faire tout de suite, de montrer tout de suite. Oui. Elle est automatiquement activée. N'est-ce pas? Oui, quand on prend la batterie sans chargeur, oui, le MOSFET là est activé. Elle est activée automatiquement. Mm-hmm. Donc, elle envoie, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance de charge. Ou bien la sortie, c'est la sortie, non? Normalement, c'est la sortie de la résistance de charge, non? Elle se limite, c'est-à-dire sa tension se limite là-bas. Oui, c'est ça, ça se limite là-bas. Voilà, donc maintenant, je vois une patte. Il y a une patte. Il y a une patte de piste de charge qui se trouve au bord de cette résistance de charge-là. Oui. Quel sera son rôle maintenant? Est-ce qu'elle va faire les mêmes fonctions que si la carte est avec les chargeurs ou pas? Ou bien elle n'a pas de fonction en ce moment? Ou bien reprends un peu voir, je n'ai pas bien compris. Essaie de reprendre. Ok, je disais. Oui. Lorsque on branche seulement la batterie. Oui. C'est la 5e MOSFET là qui est activée automatiquement. Oui. Donc, la tension qui sort de la batterie là vient se limiter au niveau de la résistance de charge. La sortie de la résistance de charge. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais en ce moment, la piste de charge, est-ce qu'elle a un rôle à jouer là-bas? Non. La piste de charge à l'heure là n'a plus de rôle à jouer là-bas. Ok. Donc, l'information se passe maintenant entre les iOS et puis la batterie. C'est ça.
Ah, Bon, ok. en réalité, la puce de charge n'a plus de rôle à ce moment-là. Oh, ok, ok. Donc, Et la tension quitte de la batterie, ça part directement seulement. donc l'information se passe maintenant entre la iOS et la batterie, si je comprends. Ou bien Oui, bon, en ok, réalité, quelque sorte, l'iOS vérifie, mais elle ne pourra rien faire de l'information qu'elle reçoit de la batterie, quoi. ok, ok. Deuxième chose, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, c'est-à-dire un circuit en vie courante, par exemple, le court-circuit? Parce que généralement, chez nous, quand tu amènes une carte mère, si la personne il regarde seulement, il n'a pas de trucs à diagnostiquer, il dit là, il y a un court-circuit, il jette le truc. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le court-circuit dans la vie courante, quoi? Comme vous avez bien expliqué la tension et les trucs là, la tension et l'intensité. Voilà. Est-ce que c'est possible? Donc, si je veux bien comprendre, ça veut dire que tu veux qu'on explique le court-circuit. Je n'ai pas peut-être bien saisi la question. En fait. Oui, Je oui, veux c'est te ça, c'est répondre. ça. Oui, Ça veut c'est dire ça. qu'on explique le court-circuit. Brièvement, brièvement, oui. D'accord. D'accord. Là, je vous explique brièvement le court-circuit. Bon, donc pour le court-circuit, voilà un peu comment ça fonctionne. Là, je vais un peu montrer ça. Je peux prendre quoi? Oui, d'accord, je peux prendre toujours à ce niveau-ci. Bon, voilà, je vais vous expliquer. Donc, je reviens un peu au niveau où on était là. Donc, par exemple, ici, nous avons deux MOSFET. Nous avons deux MOSFET ici, à ce niveau-ci. On a deux MOSFET. Et ces deux MOSFET, il y a l'un des MOSFET qui est relié à la masse et l'autre MOSFET qui est relié à la 19 volts. C'est toujours comme ça. Vous aurez toujours un MOSFET qui est relié à une grande tension et l'autre qui est relié à une tension négative, donc, ou la tension nulle, à la masse, donc 0 volts. Maintenant, donc, voilà ce qui se passe. Quand tu as un court-circuit, peut-être ici, tu te rends compte que tu as la masse à ce niveau-ci. Qu'est-ce qui peut s'être passé? Je donne un exemple. Voilà un peu ce qui peut s'être passé. Ce qui peut s'être passé, c'est que à ce niveau-ci, ce MOSFET-ci peut s'être cassé. C'est-à-dire, si le MOSFET-ci est cassé, ça veut dire que la tension maintenant passe comme ça. En fait, les fils-ci, les deux fils-ci, vont maintenant se toucher. Okay. Et jusque-là, on n'aura pas la masse. Celui qui va ramener la masse, c'est celui qui est relié d'abord à la masse. Si un composant n'est pas relié à la masse, ça veut dire que ce n'est pas lui qui peut être celui qui crée la masse, qui met la masse sur la carte. Celui qui peut mettre la masse sur la carte, c'est un composant qui devrait être isolé, mais où l'isolation n'est plus. C'est-à-dire l'isolation s'est cassée. Ça fait maintenant que les deux côtés qui ne devraient pas se toucher, se touchent. Quels sont les composants qui sont généralement reliés à la masse? On a des composants comme ce MOSFET, qui est le low MOSFET. Ce composant-ci est relié à la masse. Ça veut dire que si tu as la masse de ce côté-ci, généralement, il faut que tu regardes un peu ce MOSFET. C'est lui peut-être qui peut ramener la masse comme ça. Il n'est pas le seul. Je n'ai pas dessiné les condensateurs ici, mais il y a souvent des condensateurs ici. Il y a des condensateurs, même parfois à ce niveau-ci, il y a des condensateurs. Et quand il y a parfois ces condensateurs-là, si un est relié à la masse sera sur la ligne de 19 volts. Parce que ces condensateurs, regarde, comme ici, ça c'est une résistance qui est reliée à la masse. Si la résistance ici se casse, la masse sera à ce niveau-ci. Donc, le court-circuit est donc causé par un composant qui est relié à la masse d'un côté et l'autre côté ne devait pas être relié à la masse. Et comme le composant avait un système d'isolation pour séparer ça, ce système a lâché. Ce qui fait donc que la masse se retrouve maintenant de l'autre côté.
et ça crée donc le court-circuit. Voilà un peu comment le court-circuit se crée. C'est toujours créé par un composant qui s'est gâté. Et parfois, pour les puces, également, parfois le composant est à l'intérieur et il s'est gâté. Il a maintenant fait donc que la masse se retrouve là où il ne fallait pas et le composant maintenant chauffe énormément. C'est un peu comme ça. Donc, dans tous les cas, le composant qui est relié à la masse va se retrouver en train de chauffer parce que tous les autres vont venir s'accumuler là-bas. Tous les autres électrons vont chercher à venir de ce côté-là. Et voilà pourquoi le composant va chauffer. Parce que si tu frottes ta main, des mains avec ta paume de main encore, tu frottes de manière forte, tu vas constater que ça chauffe. Ça chauffe parce qu'il y a une certaine accumulation d'électrons. Et c'est ça qui crée le chauffage. Donc, ils sont très nombreux à se retrouver en train de circuler là. Et là, ça fait que ça chauffe. Donc, une circulation d'électrons entraîne ce chauffage, surtout une grande circulation. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Quand un composant est relié à la masse, tous les autres composants, au lieu de partir là rapidement, ils viennent plutôt de ce côté. Ils veulent traverser tous pour arriver à la masse là. Et là, le composant en question va donc chauffer. Parce que tous les autres, les électrons qui sont là vont devoir traverser pour venir là-bas. Et là, le composant va chauffer. C'est comme ça que tu peux identifier rapidement. Maintenant, si c'est une puce, je vous ai dit que c'est une puce, faites attention. Quand c'est des petits composants, peut-être comme le MOSFET, vous pouvez déjà savoir que oui, c'est le MOSFET qui est gâté. Si c'est le condensateur, vous savez que c'est le condensateur. Il y a des composants qu'on sait que si c'est eux, la diode, on sait que c'est elle qui est gâtée. Mais quand c'est une puce, non, ne concluez pas très vite. Okay. Oui. Donc, voilà un peu pour les courts-circuits, comment vous pouvez faire. Vous pouvez bien détecter un court-circuit même sans le power supply. Il suffit seulement de tester et de retirer peut-être un composant, vous testez, si ça donne pas, vous remettez, vous cherchez encore un autre, ainsi de suite. Surtout ceux que vous voyez qui sont reliés à la masse. Avec les schémas électroniques, on voit tout ça. On voit ça. Donc, on pourra voir ça dans un autre cours plus tard. Donc, la prochaine fois, peut-être que je vais revenir à vous montrant également les schémas électroniques. Merci beaucoup, j'ai compris. D'accord. J'ai plus de questions. Ok. Est-ce que les autres ont des questions? Si oui, vous posez vos questions, je vais vous répondre. Ok, professeur. Oui. Alors, je voulais poser des questions en ce qui concerne les composants là, et puis ce qu'on vient de voir, les MOSFET. Oui. Alors, pour les changer, par exemple, est-ce que ces composants se vendent sur le marché ou bien il faut forcément une carte mère qui a un problème ou bien encore qui ne fonctionne pas, il faut enlever les composants pour les remplacer? Oui, là c'est une bonne question. Est-ce que les composants se vendent sur le marché? Oui, mais la plupart du temps, c'est plutôt en ligne que vous allez acheter ces composants. Vous n'allez pas voir ça dans les petites boutiques électroniques que nous avons dans nos pays africains ici. Ce n'est pas évident de voir ça là-bas. Vous n'allez vraiment pas voir ça là. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver en train de vendre ça là-bas? Tout simplement parce que même ils savent que peu de personnes vont se retrouver en train de venir acheter. Bon, mais c'est à tort parce que, bon, c'est à raison ou à tort, parce qu'il y a plusieurs techniciens plutôt se ravitaillent plutôt au niveau des casses, les cartes mères qui sont déjà gâtées. Mais la plupart des techniciens se ravitaillent là-bas et lorsqu'ils n'en ont même pas, ils en demandent à leurs collègues et tout cela. Donc, ce qui fait donc que si tu as une boutique où tu dis que tu vends ces composants, tu risques de rester peut-être pendant des mois sans voir les gens venir acheter tes composants. Tu vois, ça ne t'aura servi à rien, tu auras perdu. Voilà pourquoi ceux qui vendent les pièces électroniques et tout préfèrent ne pas acheter ces pièces-là. Pourtant, en Chine où presque tout le monde est dans l'électronique là-bas, ils vendent ça. Donc, c'est fait que quand peut-être un technicien a une difficulté, rapidement, il part dans une boutique électronique, il achète ce dont il a besoin et il fait son travail. Donc, on peut commander ça dans les sites comme AliExpress, Alibaba, tous ces sites-là des Chinois.
Ils ont tous ces composants-là. Même ceux qui sont en Europe, ils commandent toujours la plupart des temps comme ça. Parce que même les Européens là-bas, ils ne font pas des boutiques pour vendre ça. Ils achètent plutôt dans les trucs comme Amazon, eBay et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est toujours sur les cartes, mais les casques, on a trouvé une carte mère donneuse qu'on trouve ces composants. C'est là-bas que tu vas trouver. Donc, généralement, c'est pour ça que je conseille aux stagiaires d'en avoir. Chaque fois que vous avez la possibilité de payer des cartes mères gâtées ou bien de payer même des ordinateurs gâtés, ne manquez pas de le faire. Surtout si c'est moins cher, c'est bien pour vous. Mais je vous déconseille d'acheter les ordinateurs chez des gens qui vont venir vers vous pour dire, voilà mon ordinateur, je veux vendre, est-ce que tu peux acheter? Faites attention à ce genre de transactions. Ça peut vous mener très loin. Parce que souvent, si vous achetez un ordinateur qui est gâté, sachez qu'on peut vous poursuivre et on peut vous mettre dans les difficultés à cause de ça. Parce que généralement, il y a des gens qui sont prêts à faire des trucs comme ça. Vous n'allez acheter que si vous êtes sûr que ça appartient à la personne et que vous avez toutes les preuves et tout, et que vous êtes vraiment rassuré. C'est là où vous pouvez faire ce genre de choses-là. Mais en dehors de ça, je vous déconseille ce genre de transaction. Vous pouvez acheter ça chez les gens qui vendent les ordinateurs. Parfois, certains ont des ordinateurs là-bas, peut-être gâtés, du moins, ils ne s'y connaissent peut-être pas trop dans le domaine des cartes mères. Vous en profitez, vous allez vous racler leurs ordinateurs là-bas moins cher. Moi, j'ai eu à faire ça dans plusieurs villes ici au pays. Et une fois que les gens ont constaté ça, ils ont commencé à réfléchir. Et maintenant, quand ils passent, ils ne veulent plus trop vendre. Parce qu'ils se sont rendus compte que je raclais ça et je partais, je dépannais et je vendais encore les mêmes appareils. Et ils ont constaté ça, ça les a énervés. Bon, ils ont dit que ça ne vaut pas la peine de me vendre puisque je paye, j'achète ça comme ça pour les concurrencer encore. Bon, ça les a énervés. Depuis lors, certains ont refusé que je vienne encore acheter les choses chez eux. Bon, mais les nouveaux, il y a des nouveaux là qui sont encore venus sur le marché de la vente des ordinateurs. Je ne manque pas d'aller me ravitailler chez eux jusqu'à ce qu'ils constatent aussi qu'on répare tout ça. Oui. Il y a certains qui ne s'y connaissent pas dans le domaine des cartes mères. Donc, lorsqu'il y a un problème sur les cartes mères, eux, ils se disent que c'est gâté et il n'y a plus rien à faire. Pourtant, on peut réparer. On répare ces cartes-là sans problème. Donc, c'est un peu comme ça. Il faut en profiter. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui ne s'y connaît vraiment pas encore, il a des ordinateurs gâtés et tout, profitez. Vous allez vous racler ces ordinateurs à bas prix. Parce que moi, j'avais payé ça vraiment très moins cher. Et quand je suis allé pour la première fois, j'avais même demandé à tous ceux qui vendent les ordinateurs là-bas, autour, dans ces villes-là, lorsque je passais dans une ville, j'ai demandé que tous ceux qui vendent les ordinateurs, qu'on les appelle, tous ceux qui ont des gâtés, qui viennent avec. Les gens ne faisaient que venir avec plusieurs, ils étaient très contents. Il y a peut-être deux comme ça qui sont rapprochés de moi, je dis, attends. Tu prends même les ordinateurs gâtés pour faire quoi avec? C'est-à-dire, quelque chose c'est déjà gâté, la carte mère gâtée, tu vas aller faire quoi avec tout ça? Ça va te servir. Ça va même te servir à quoi? Je lui ai dit que non, ne cherche pas à comprendre. Donc, je n'ai pas voulu trop. Si elle lui disait, il devait déjà douter et tout cela. Donc, j'ai préféré laisser, ne rien dire. Je suis allé et j'ai dépanné plusieurs parmi ces ordinateurs. J'ai dépanné plusieurs et j'ai commencé à vendre. Après ça, je suis revenu. Il y a quelques-uns qui ont constaté ça. Ils ont dit, mais là, c'est pas sérieux. Il a que de vendre les ordinateurs. Donc, lui, il dépanne ça. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont commencé à me bloquer. Donc, la deuxième fois quand je suis venu, j'ai eu du mal à acheter ces ordinateurs. C'est difficile. Et il y a certains également qui avaient pu chercher et tomber sur quelqu'un qui pouvait aussi se battre à regarder les ordinateurs maintenant encore un peu de plus près. Donc, ce qui fait que ça devenait un peu plus difficile de trouver encore des ordinateurs. La plupart du temps, quand ils prennent ces ordinateurs, parfois ils gâtaient au point où parfois ça devient difficile de récupérer. Parce que quand un technicien prend, il perd plusieurs composants sur la carte. Tu vois ça. En fait, on peut dépanner, mais tu vas te retrouver en train de trop souffrir. Tu peux te retrouver en train de remplacer peut-être 10 composants. Mais là, ça ne va pas te faire gagner. Sur les 10 composants-là, tu aurais gagné plus en laissant ça pour d'autres machines que tu vas dépanner. Donc, c'est un peu comme ça que je réfléchis. Quand c'est comme ça, moi, je préfère laisser cette carte parce que je ne vois pas à quoi ça va me servir de mettre 10 composants sur une carte et ça ne va pas me rapporter grand-chose. Oui, donc c'est un peu comme ça. Donc, il y a plusieurs cartes, mais on va exploiter ces composants pour ces cartes. Donc, c'est ça. Il faut vous en procurer autant que vous pouvez.
D'accord. Il y a d'autres questions avant qu'on arrête? Ok, moi j'ai une question. C'est au niveau de l'utilisation de power supply sur les composants plus là, quoi. Donc, quand on injecte, oui, allô? Je vous suis. Quand on injecte le courant à partir de power supply et que le circuit il est sauf là. Maintenant, comment déterminer maintenant la panne, l'alentour ou bien ce composant-là? Si vous avez une fois parlé de vérifier la sortie de ce circuit-là, comment vérifier la sortie de ce circuit-là pour se retrouver si réellement c'est de plus ou bien sur quelque chose sur la carte, mais à part de ce circuit. Comment vérifier la tension de sortie? D'accord, là je vois. Oui, pour la puce iOS, quand la puce iOS en particulier chauffe énormément, vous devez déjà savoir. Je dis, si ça chauffe énormément, si ça chauffe légèrement, ça ne veut pas dire que c'est lui le problème. Il faut regarder parfois autour de lui. Il peut avoir un composant qui chauffe et qui l'entraîne à chauffer. Par contre, si c'est la puce iOS elle-même qui chauffe énormément, elle est gâtée. Là, vous ne cherchez même pas la sortie ou quoi que ce soit. La puce iOS à l'heure là est gâtée. Il n'y a rien à réfléchir pour l'autre là. Donc, il y a des composants que si ça chauffe, on peut déjà savoir qu'ils sont gâtés. La puce iOS fait partie de ceux-là. Que lorsqu'elle chauffe énormément, elle est gâtée. Tu n'as rien à vérifier sur la sortie. Par contre, la puce 3 volts, 5 volts, si elle chauffe, vérifie sa sortie. La puce de charge, si elle chauffe, vérifie ses sorties. Mais la puce iOS, non, elle est gâtée. Maintenant, comment vérifier la tension de sortie, là, la vérification là? Voilà, pour la tension de sortie, on va arriver dessus. Au niveau de la puce 3 volts, 5 volts, elle a en entrée 19 volts. Elle a en entrée également la tension d'activation. Et puis, elle a en sortie le Virect 3, une tension 3 volts qui part entrer dans la puce iOS. Elle a en sortie également une tension 5 volts. Voilà un peu les premières tensions qui sortent sur la puce 3 volts, 5 volts. Alors, si la puce chauffe, il faut plutôt regarder les tensions de 3 volts, 5 volts qui doivent sortir. S'il y a un court-circuit là-bas, c'est que c'est ça qui l'a fait chauffer. Par exemple, la puce iOS qui est son maître, du moins qui est au moins au-dessus de lui, peut renvoyer le court-circuit qu'il y a sur lui sur la puce iOS dans certains cas. Et là, c'est la puce iOS qui va chauffer plutôt. Là, dans ce cas, tu vérifies la sortie de la 3 volts. Si ça chauffe la puce iOS, c'est la puce iOS qui est gâtée. Et là, la puce 3 volts, 5 volts, il faut savoir qu'elle n'a pas de problème. Elle chauffait seulement parce que la puce iOS était en train de se décharger sur lui. C'est un peu comme ça. Donc, dans ce cadre-là, sur ces 4 mètres-là, c'est la loi du plus fort. Celui qui est très fort se décharge sur l'autre. Donc, bien que le problème est sur lui, mais il renvoie ça à celui qui est juste en bas de lui. Et ça fait chauffer l'autre là. Ok, maintenant, au niveau de l'alimentation, vous avez parlé au niveau de la résistance de charge là. Oui. Pour tester l'alimentation, pour vérifier si réellement la panne se trouve au niveau des deux MOSFET là, vous avez dit d'utiliser l'appareil de mesure se positionner sur diode. Donc, si la machine bip là, ça veut dire la panne se trouve au niveau de l'alimentation de ces deux MOSFET là. Maintenant, au cas contraire, si l'appareil de mesure ne se bip pas et toujours la machine ne s'allume pas, le courant ne passe pas, et à quel endroit on doit attaquer aussi? C'est-à-dire, si au niveau des MOSFET, il n'y a pas de problème, tu veux savoir qu'est-ce qu'on peut vérifier? Oui, oui, oui. Après, on a vérifié, on a branché, ça ne bip pas parce que vous avez dit si ça bip, ça veut dire la panne se trouve au niveau de l'alimentation de ces deux MOSFET-là qui est au niveau de prise de charge, de l'alimentation, branchement de secteur de l'alimentation, quoi. De vérifier au niveau des deux. Non, si ça bip, quand tu dis biper avec la masse.
Donc, quand ça bip avec la masse au niveau de la résistance de charge, ou bien entre les deux MOSFET, ou bien avant, Non, ça veut dire qu'il y a un court-circuit sur la carte. Oui. Mais au niveau de quelle partie? Au niveau de chargeur, non? De circuit de charge. C'est au niveau de ça, au niveau de cette partie, ou bien? Non, quand il disait biper là, c'est biper avec la masse au niveau de la résistance de charge, ou bien entre les deux MOSFET, ou bien avant le premier MOSFET. Je vais dire, parce que vous avez dit de vérifier si il y a court-circuit au niveau de circuit de charge, on doit mettre les deux sondes sur la résistance de charge, mais en se positionnant sur la diode. Quand ça bip, ça veut dire la panne se trouve au niveau du circuit de charge. Maintenant, je voulais savoir maintenant, si ça ne bip pas maintenant, à quel endroit on doit s'attaquer pour résoudre le problème. Ah non, bon, peut-être que tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit, parce que je ne pense pas avoir dit quelque chose comme ça. Sauf si quelqu'un comprend mieux son problème, hein, parce que je ne situe pas moi-même bien son souci. Je ne sais pas si, parce que déjà ce qu'il dit, bon, je ne me retrouve pas bien dans ça, avoir dit ça. Peut-être qu'il n'a pas bien compris, je ne sais pas. Vous avez dit pour vérifier si le courant, ça passe ou bien ça ne passe pas au niveau de ces deux MOSFET-là. Ça veut dire la 4 ne s'allume pas. On doit se positionner sur l'appareil de mesure, sur la partie diode, en se positionnant sur la résistance de charge. Et l'autre côté, la sonde de l'autre côté, mettre ça sur la masse. Quand l'appareil sonne, ça veut dire la panne se trouve au niveau du circuit de charge. Et c'est comme, mais je veux savoir maintenant, si la machine ne sonne pas, l'appareil ne se bip pas, où on doit s'attaquer maintenant? Ah, d'accord, je comprends. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un court-circuit, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Ça, là, je comprends. Parce que si ça bip par la masse, ça veut dire qu'il y a un court-circuit sur la carte. Oui, bon, maintenant, si ça ne bip pas, ce que tu dois vérifier, c'est les MOSFET. La deuxième chose que tu vérifies, ce sont les MOSFET. Tu vois, est-ce que les MOSFET là sont bons? Si tu as le power supply et que ce sont les N-channel MOSFET, tu injectes une tension sur les gates de ces MOSFET. Si la tension subitement passe, ça veut dire que le problème, c'est plutôt le MOSFET qui est. Le MOSFET, et du moins, ça te permet de voir que le MOSFET est bon. Par contre, si tu injectes la tension et la tension ne passe pas, ça veut donc dire que le MOSFET n'est pas bon. Et là, tu le changes. Maintenant, si tu n'as pas le power supply et qu'il n'y a pas de court-circuit sur la carte, change les MOSFET d'abord par des MOSFET qui sont du même type. Si c'est un N-channel MOSFET, change par un N-channel MOSFET, toujours de l'alimentation dans une autre carte mère. Tu prends, tu changes. Vu que tu n'as pas de matériel pour savoir si le MOSFET est bon ou pas, tu changes d'abord les deux MOSFET par des MOSFET que tu sais qu'ils fonctionnaient. Je vous ai dit, on ne change jamais un composant par un composant qui est gâté. On change toujours parce qu'on est sûr que ça donne. Sinon, c'est que tu vas faire quel genre de test? Comment tu prends une rame, tu prends juste, tu mets, alors que tu ne sais même pas si la rame là fonctionne. Là, c'est ça, c'est déjà le hasard, ou bien c'est l'embrouille. Oui, donc ça, tu peux changer les MOSFET. Dès que ça ne bip pas avec la masse, tu sais qu'il n'y a pas de court-circuit, tu changes d'abord les MOSFET. Si les MOSFET que tu as pris qui étaient bons, tu changes, ça ne change pas le problème. À l'heure là, maintenant, tu dois regarder qui active ces MOSFET. C'est là que tu te tournes. Et là, ça peut être la puce de charge, ça peut être la puce iOS, ça peut être plusieurs composants. Tu ne vas pas les condamner parce que c'est eux qui devaient normalement faire le travail. J'ai dit que dans ce cas, tu regardes les éléments qu'ils avaient besoin pour faire le travail. Ils avaient besoin peut-être de l'alimentation et de l'activation. Tu regardes ces voies-là. Est-ce que l'alimentation entre dans ces puces? Est-ce que l'activation entre également? Si ça n'entre pas, tu regardes quels sont les composants qui entourent cet endroit. C'est un peu comme ça qu'il faut faire. Et si tout est bon, c'est que c'est la puce que tu vas changer, la puce de charge, ou bien le composant qui devrait manipuler ces gates. Ok. Ça va? Ah, c'est bon, oui. Merci.
D'accord. Et j'attends de vous dans la semaine, s'il vous plaît, les autres groupes sont actifs. Vous devez être également actifs. Les autres groupes, ils sont actifs. Chaque fois, à tout moment, ils posent des questions. Ils ont des cartes mères qu'ils postent dans le groupe et ils posent des questions et on les aide à comprendre. Donc, faites pareil à votre niveau. C'est-à-dire, si vous avez des cartes mères, vous en train de travailler, postez ça dans le groupe, posez vos questions dans le groupe. Ça va aussi permettre aux autres de bénéficier. Ça va permettre aux autres de voir comment on est en train de vous aider et forcément, ils vont gagner en expérience. Eux aussi, quand ils auront un problème, ils vont poster également. Ça va également vous faire bénéficier. Et également, s'il y a des choses que vous avez pu résoudre comme problème, vous postez également quelque chose que vous avez découvert. Ça va aider les autres. Parce que là, ça fait partie de l'expérience qu'il faut faire développer. Si vous voulez bien vous en sortir, il faut faire développer l'expérience. C'est pour ça que nous avons pris les groupes. Nous avons mis les gens dans des groupes pour pouvoir favoriser l'expérience. Que les gens grandissent beaucoup en termes d'expérience. Que tu connaisses que, OK, j'ai déjà vu telle personne qui a eu tel problème comme ça. Et quand tu as ta carte, tu peux déjà quand même penser à ce côté-là. Ça te permet de voir quand même qu'il y a des cas comme ça qu'on peut, hein, et là, ça te permet d'avancer. De temps en temps, je ne manquerai pas de vous faire bénéficier également de mon expérience qui est quand même assez lourde. Puisque vu que nous sommes déjà beaucoup connus, on a beaucoup de cartes également qu'on a eu déjà à parcourir. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'expérience à notre niveau. Donc, mais ça n'empêche qu'on ne découvre quelques cas encore, parfois qu'on n'avait pas encore vu. Donc, ça peut arriver. Donc, voilà un peu. Moi, Oui. j'ai une question. J'ai une machine ici, HP ProBook là. Quand tu branches le chargeur, il y a, au niveau de l'alimentation là, les feux de voie, les voyants là, il y a l'alimentation blanche qui est là, et au niveau de Dixon aussi, c'est toujours blanc là-bas. Mais quand tu appuies le bouton Power, ça s'affiche pas, ça ne démarre pas. Donc, j'ai tout fait pour résoudre ce problème. Ça ne clignote pas comme un feu, mais quand tu branches, les voyants là restent blancs. On résout ce problème. Oui, quand c'est comme ça, c'est des trucs que tu vas poster dans le groupe et je vais poser des questions au fur et à mesure que tu vas répondre. Je vais te guider pour que tu aies une idée de qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, si je me rends compte que peut-être il y a des cours qu'il faut d'abord qu'on fasse, peut-être qu'on va patienter, on fait ces cours avant que tu poses le problème. Peut-être qu'on aura fini même de faire le cours et tu sauras directement qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vois que tes yeux vont s'ouvrir et tu pourras découvrir qu'est-ce qui ne va pas sur cette carte. Parce que c'est un problème de connaissance. Il y a des choses peut-être que tu ne connais pas pour le moment. Et je suis là donc pour ça, pour pouvoir vous aider à avoir des idées, pour savoir comment vous allez diagnostiquer et découvrir quel est le problème et maintenant le solutionner. Mais il faudra d'abord poster le problème dans le groupe, montrer comment ça fonctionne et tout. Je vais déjà commencer par te donner quelques pistes déjà en fonction des cours qu'on a déjà fait. Et puis maintenant, s'il y a des niveaux que je me rends compte que bon, là, c'est peut-être un peu difficile pour toi, vu que il y a des notions qu'on n'a pas encore vues, tu vas patienter. On va y arriver. Mais il y a des petites choses que je pourrais déjà te donner de vérifier et tout. Et ça va vous permettre déjà de comprendre quand même certaines choses en attendant qu'on ne fasse ces cours. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres... Donc, en tout cas, pour ma part, je pense que... Professeur? Oui, je te suis. Voilà, ce qu'on a fait aujourd'hui, j'ai pris note. Voilà, maintenant, comme vous l'avez dit, hein, il y a quand même plusieurs cas de panne, des écrans qui ne s'allument pas, des trucs. Donc, comme déjà on n'a pas encore fait le cours, voilà pourquoi je ne peux pas sauter poser des questions sur ce qu'on n'a pas vu. Donc, en allant en pratique, vraiment, il y a beaucoup de cas que j'ai sur la main. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Mais comme on n'a pas encore vu, c'est un début. Donc, je ne peux pas sauter aller poser des questions qu'on n'a pas encore traitées dans le... Oui, oui, c'est ça. Et
comme je vous l'ai dit, ça rejoint ce que je vous ai dit là. Et ne prenez pas ça mal que je vous parle de ça. Je vous ai dit qu'il y a une chose que vous devez faire. Si pour ceux qui ont déjà tout payé leurs frais, je vous ai dit qu'on leur donne les vidéos. Et quand vous remettez les vidéos, vous allez voir toutes ces parties. Une fois que quelqu'un a déjà reçu les vidéos, il a déjà parcouru ces vidéos, il peut poser des questions sur des parties, sachant que moi, je sais qu'il a déjà reçu les vidéos. Ça veut dire qu'il a déjà vu certaines choses, il a déjà suivi des cours. Et là, il peut donc rapidement poser des questions. Et là, on va lui répondre. On va lui répondre parce qu'il a déjà vu, il a déjà quand même vu les cours sur ça. Parce qu'il y a les vidéos sur l'affichage. Sur les problèmes d'affichage, il y en a plusieurs. Il y a peut-être au moins 6 vidéos, peut-être au moins comme ça, sur l'affichage. Il y a beaucoup de cours qu'on a fait sur l'affichage. Les problèmes d'affichage, les machines qui démarrent, ça n'affiche pas. Ou bien ça démarre, ça affiche blanc. Ou ça démarre, ça affiche sombre. Il y a beaucoup de cas. On a tout expliqué ça dans les vidéos. Donc, ça veut dire que dès que vous prenez la vidéo, vous voyez. Si jusque-là, vous n'avez pas bien compris, vous posez des questions rapidement. On vous montre. Et puis après ça, vous allez évidemment poser votre cas pratique que vous avez. On va vous assister jusqu'à ce que vous trouviez quel est le problème et vous pourrez également résoudre ce problème. C'est un peu comme ça. On a plusieurs personnes qui se battent et ils avancent comme ça. Il y a vraiment plusieurs qui sont déjà en train de s'en sortir. Il y a plusieurs qui dépendent, plusieurs qui s'en sortent. C'est comme ça. D'accord. Donc vraiment, c'est il faut de pouvoir vraiment solder pour qu'on le niveau, comme vous le dites. Oui, c'est ça le secret. Moi, j'ai accepté les gens qui payent en petites tranches, même comme ça. En Afrique, beaucoup plus. Parce qu'avec les Européens, vous allez voir, vous ne verrez aucun Européen ici. Vous ne verrez pas d'Européens dans votre groupe parce que les Européens ne font pas ça. Les Européens, ils payent la totalité. Donc, la plupart des Européens qui me contactent, ils ont déjà vu les vidéos sur YouTube. Ce qui fait qu'avec les vidéos qu'ils ont vues, ils savent déjà ce qu'on peut faire. Donc, ce qui fait que quand ils viennent même me contacter, ils ne viennent plus me demander est-ce que c'est sûr que vous allez faire ceci? Est-ce qu'ils ont déjà eux-mêmes jugé? Ils ont vu que non, avec ce qu'il fait là, il sait ce qu'il fait. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et quand ils voient comme ça, ils viennent uniquement pour demander quel est le coût de la formation. Et dès qu'on leur donne le coût de la formation, s'il y a à négocier, parfois il y a un moment où ils négocient. Mais la plupart du temps, on n'accepte pas trop ces négociations-là. Et ceux qui insistent, on leur dit on ne peut pas faire, qu'ils aillent se préparer. Mais dès qu'on insiste, on leur dit comme ça, ils payent directement la totalité. La plupart des Européens qui sont là, ils payent la totalité. Il y a quelques rares qui ont payé la moitié. Sinon, la plupart payent la totalité. Et là, ça permet qu'on leur donne tout ce qu'il faut. Ils avancent aussi très, très rapidement. C'est pour ça que vous ne le verrez pas dans le groupe de ceux qui ont avancé. Ils ne peuvent pas être dedans. Ça permet d'avancer. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, le secret, c'est ça. Moi, j'ai accepté les Africains parce que je sais que le problème qu'il y a ici en Afrique, vous savez, on a déjà un problème. On n'a peut-être pas assez de moyens comme les autres. Deuxième problème qu'on a, parfois, il y a déjà d'abord beaucoup de faussaires en Afrique, beaucoup de gens qui font dans le faux et qui escroquent les gens et tout. Ça, c'est d'abord une mentalité africaine. Et bon, du moins, c'est vrai qu'en Europe, on a aussi des cas comme ça, mais en Afrique, c'est un peu plus répandu. Voilà pourquoi même les comptes comme PayPal, on refuse ça ici. Il y a beaucoup de choses qu'on refuse ici à cause de ce genre de problème qu'on connaît qu'il y a ici en Afrique. Donc, c'est pour ça que je comprends un peu certains qui se disent, bon, il faut peut-être qu'on puisse avancer une petite partie pour avoir une idée de la chose avant de décider de payer. C'est pour ça que j'ai permis que les gens payent l'avance, une petite partie, avant de commencer. Ce n'est qu'en considérant cette réalité-là que je me suis mis à la place des personnes et me suis dit, bon, si je veux juste rester, même au niveau africain, dit tant que tu ne payes pas la totalité, on ne commence même pas. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de mes frères africains qui ne pourront vraiment pas commencer, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont dans un environnement où c'est comme ça.
Et ce ne sera pas facile pour eux de prendre le risque là, de se dire, bon, je vais payer la totalité des frais comme ça. C'est à cause de ça que j'ai donc autorisé ça. C'est à cause de ça que j'ai autorisé. Et là, je me suis dit qu'une fois que tu connais maintenant que c'est sérieux, que quand même ce n'est pas un frappeur, ce n'est pas un escroc, arrêtez, c'est quelqu'un qui est là pour nous aider, il va nous suivre. Alors maintenant, dépêche-toi pour finir tes frais et avancer rapidement dans la formation. Donc, c'est ce que je veux à votre niveau. Si vous pouvez vraiment faire cela, ça va faciliter la tâche et on va aller rapidement, on va mieux s'en sortir. C'est ça que je peux vraiment vous dire. On va mieux s'en sortir. C'est vraiment ça. D'accord, les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais compresser le fichier de cette vidéo et vous envoyer ça dans le groupe Skype ou bien dans le groupe Telegram et vous pourrez télécharger ça là-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Parce que si je vous envoie ça dans Skype là, même si vous voyez la vidéo, vous n'allez pas télécharger. Avec les connexions que nous avons ici en Afrique, ça ne marche pas. J'ai déjà fait ça maintes fois avec les autres, ça ne donne pas. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Généralement, quand on fait les lives, on enregistre, j'enregistre et je renvoie ça directement au stagiaire quand c'est compressé. Donc, je vais compresser ça et je vais vous renvoyer ça dans Telegram. Vous pourrez avoir accès là-bas pour revoir ce qu'on a dit et réviser. Parce qu'on a dit plein de choses, mais peut-être avec un instrument pour oublier. Donc, maintenant, en revoyant la vidéo, vous allez donc bien revoir tout ce qu'on a appris. Et je crois que ça pourra vous permettre de mieux me mémoriser. Donc, c'est ce que je ferai. Ok. Bon. Merci pour cette belle soirée. Cette séance de cours là, et ça m'a vraiment fait du bien. Au début de la formation, la conversation qu'on fait là. Espérons vraiment grandir auprès de vous pour que l'Afrique aussi puisse évoluer dans le domaine électronique. Exactement. Et dans l'informel, aller dans le formel. Ça, c'est mon objectif. C'est ça. C'est ça exactement. Oui, Berthe, tu avais quoi? Oui, je disais au début des cours là, les conversations qu'on faisait là, est-ce qu'on peut couper cette partie-là? Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Partie-là et puis mettre la partie formation pour qu'on puisse aller vite. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. C'est ça. D'accord. Ok, c'est bon. Je crois qu'on a vraiment dit l'essentiel. On va se dire la semaine prochaine. C'est peut-être à Dieu. Et portez-vous bien et n'oubliez pas le compte des schémas. Je crois que vous êtes 5 dans le groupe. Je crois que vous êtes 5. Vous êtes 5 dans le groupe, je crois bien, si je ne me trompe pas. 4. Dans votre groupe là, vous êtes combien? Vous êtes 5, non? 4. Moi, j'ai vu 4. Hein. Ah, 4, d'accord. S'il vous plaît, n'hésitez pas à payer les frais pour le compte des schémas également. S'il vous plaît, il faut le faire. Je voudrais qu'on fasse tout ça cette semaine, la semaine-ci. Et puis, ça permet qu'on remette le compte à tout le monde. On va vous remettre le compte pour avoir les schémas, les board view, les fichiers BIOS et tout ça. Tous ces fichiers qui sont payants. On va vous donner le compte pour 1 an. Donc, quand vous payez, on a divisé, ça donnait 16 500. Quand vous payez les 16 500, je crois que Berthe a déjà payé ça. C'est quoi que tu as déjà payé ta part? Oui, j'ai déjà payé, oui. Oui, donc les autres également, s'il vous plaît, dépêchez-vous pour qu'on ait le compte. Là, on va payer le compte pour tout le groupe, pour le groupe. Et là, vous aurez chacun le compte pour pouvoir avoir accès à tous les schémas, tous les board views, tout ce qui est payant et même également avoir accès à d'autres fichiers dans le site Vinafix. Parce que si vous voulez vous souscrire pour vous seul, vous-même, vous allez payer 65 000 l'année. Vous voyez, ça va coûter, ça va peser sur vous seul.
Et pourtant, ce sont les mêmes fichiers que vous aurez. Donc, on a divisé ça en 4. Ça permet donc que ce soit léger pour vous. Et ça va vous permettre d'avoir accès à tous vos schémas et tout cela. Donc, je vais vous remettre ça une fois que vous aurez fini de contribuer. Il faudra contribuer au plus tard à la fin de cette semaine. Ça serait mieux comme ça. Vraiment, faites les efforts pour que les choses se passent normalement. Vraiment, il ne faudrait pas qu'il y ait un frein à votre niveau. Ça va empêcher qu'on avance, ce qui n'est pas bien. Donc, il faut se dépêcher dans ce sens-là. Covias, je ne sais pas si c'est Anani. Covias, c'est Anani. Covias. Il est là. Covias est avec nous. Est-ce qu'il est là? Je ne pense pas. Non, il est là. Je le vois connecté là. Oui, il est là. Oui. Mais active ton micro. C'est comme si tu actives ton micro, là, on va t'écouter. C'est comme si tu as bloqué ton micro, Covias. Bon, ton micro, je ne sais pas s'il a un souci. Il a un souci avec le micro. D'accord. Donc, dans tous les cas, il faudra donc se battre pour que cette semaine au plus tard, on ait fini avec ça. Et ça permet qu'on avance. Donc, les amis, je vais vous souhaiter de passer une bonne nuit à chacun de vous. Et on pourra se revoir. Donc, on est ensemble dans la semaine. Donc, dans le groupe, on est ensemble. Vous posez vos questions, on va répondre. Et on se revoit pour le live de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ok, portez-vous bien. Bye bye à tout le monde. Bonne nuit. Merci.